Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis celui qui n'a quasiment rien posté dans ce mois de juin, mais qui est bien quand même de retour. Je suis trouillé. Ouais, je suis vraiment désolé, mais j'ai eu un max de boulot. C'est normal, c'est la fin de l'année, entre guillemets. Et plein de choses qui se passent. Là encore aujourd'hui, je fais cette vidéo alors qu'au fond de moi-même, je culpabilise parce que je me dis, mais tu fais cette vidéo alors que tu as plein de travail à faire. Ouais, j'ai plein de travail à faire, mais j'ai aussi un petit peu envie de parler avec vous, de mes lectures, hein, je vous rassure, et surtout parce que je suis pas sûr du tout d'avoir le temps de faire une vidéo bilan de ce mois. Donc je vais faire la vidéo bilan du mois de juin aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mis mon beau t-shirt avec le capitaine, pas le capitaine, avec Spock. Spock, je me souviens plus du tout. Capitaine Spock. Non, non, c'est Capitaine Kirk. Mais alors Spock, il a quel titre? Pas lieutenant? Commandant? Non, attends. Enfin après, pour cela dit, ça évolue un petit peu dans la série. Bref, on ferme cette parenthèse. Je vous fais donc mon petit bilan de ces lectures du mois de juin et je vous dis tout de suite, ça va pas être extraordinaire parce que j'ai pas arrêté les gars. Franchement, je suis crevé, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'être en vacances pour pouvoir vous inonder de vidéos parce que j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai toujours pas terminé ma vidéo sur la roue du temps à monter parce que ça prend du temps et que j'ai raconté un peu toute ma vie, enfin toute la vie du bouquin. Promis, ça arrive bientôt, mais là je me tais et je parle tout de suite de mes livres, sinon je vais jamais m'en sortir. En plus, j'ai une tarte aux fraises à préparer, donc je ne peux pas la m'éterniser à vous raconter trop de détails. Vous voyez, et là je commence déjà à vous parler de ce que je compte faire comme dessert, donc on revient au bouquin. J'ai commencé en audiolivre La Guilde des Ombres, tome 1, partie 1, Le don de mort. Et je vais essayer d'être efficace, de pas faire mon entière vidéo là-dessus, mais il y a vraiment beaucoup à dire sur cette moitié de tome, parce que normalement le tome 1, il est entier, il fait je crois sûrement 1000 pages, quelque chose comme ça, et là je n'ai que la moitié. Tout commence dans un petit orphelinat de je ne sais plus quel pays, parce qu'on est dans un monde imaginaire de fantasy, où la jeune Panama, je crois. Moi, j'arrête pas de l'appeler Paloma. En plus, elle est rousse, donc je l'imagine comme la drag queen Paloma. Bref, Panama, c'est vraiment un nom affreux. Enfin affreux. Je sais pas. Panama, moi, j'y arrive pas. Ça me fait penser à ce qu'on a au pied, mais j'ai oublié le nom. Au canal de Panama, je sais plus. Bref, je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Ce nom m'énerve, mais c'est pas grave. Par chance, elle est pas tout le temps appelée comme ça. Elle est dans un orphelinat parce que elle est orpheline, elle a perdu sa mère, son père et d'étranges individus viennent pour l'adopter. Alors au début, elle est un peu méfiante et en même temps intriguée parce que les deux ont quelque chose d'assez attirant et elle va découvrir qu'en réalité, ces deux personnages sont des membres de la Guilde des Ombres et s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils ont senti que Panama avait un don, le don de la mort, la capacité de pouvoir tuer quelqu'un simplement en touchant la personne. Et donc, ils veulent faire de Panama une, une, une assassinatrice, une assassineuse, une femme capable de tuer des gens sur commande. Parce que la Guilde des Ombres, c'est un business. Ils ont des contrats et en échange d'un peu d'argent, ils vont tuer des gens. Mais attention, c'est pas uniquement pour l'argent, ils ont aussi une déesse, la déesse de la mort, il y a une question d'équilibre, de respect, de religion, tout ce que vous voulez. Bref, Panama se retrouve donc dans une espèce d'école pour apprendre à tuer. Et évidemment, on enchaîne tous les clichés de de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'elle se fait harceler par les autres garçons qui sont un peu jaloux d'elle. D'abord parce qu'elle vient d'un pays qui est un peu censé être inférieur, on l'appelle la barbare. En plus, elle est humaine, or la plupart sont pas humains, ce sont des elfides. Ce ne sont pas des elfes, des elfides, mais ça reste supérieur aux humains.
Et en plus, elle est obligée de cacher son pouvoir, donc il la pense complètement nulle, sachant que elle commence très vite à devenir assez forte. Mais en plus, ils sont tous un petit peu jaloux d'elle, parce que le haut maître de la guilde est son mentor, le fameux Camargue. Alors lui, pareil, euh, je- c'est quoi ces noms? Alors régulièrement, il l'appelle juste Cam. C'est pas parfait, mais honnêtement, je préfère. Mais Camargue, je sais pas, ça. Enfin voilà, vous voyez, Camargue, il s'appelle Camargue, mais moi je l'appelle Camargue du coup. Et comme c'est un peu le grand chef, le grand Manitou, et qui prend la gamine sous son aile, ils sont tous un petit peu jaloux d'elle. D'ailleurs, une autre personne est jaloux d'elle, et là, tout de suite, on sent déjà les gros problèmes arriver. Et quand je dis les gros problèmes, c'est que cette œuvre, on m'avait prévenu. On m'avait dit, attention, elle est quand même tendue sur un certain nombre de points, elle est intéressante sur d'autres, donc méfie-toi, plein de trigger warning, plein de ceci, plein de cela. Et effectivement, j'en ai eu pour mon argent, si vous voulez. Parce que donc, la jeune fille, Panama, est en concurrence avec sa prof. La prof est jalouse de Panama. Panama, au début de l'histoire, elle a quoi, 12-13 ans. Là où j'en suis, elle en a 15, bientôt 16, et la prof est jalouse de Panama. Parce que la prof, la fameuse Belladorn, elle sort avec Camar, et, euh, et elle est un peu jalouse. Elle se dit, mais c'est quoi cette relation entre mon petit ami et mon élève? Donc elle va tout faire, mais vraiment tout faire pour pourrir la pauvre Panama. Vous vous doutez bien que dans la guilde des ombres, il n'y a pas de CPE, il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a rien de tout ça. Panama, elle se débrouille et sa prof, elle cherche à moitié à l'empoisonner un cours sur deux. Ça pose aucun problème. La moitié des élèves la harcèlent, ça pose très peu de problèmes. Elle se débrouille, hein, c'est la guilde des ombres, il n'y a personne qui va, il n'y a pas les surveillants qui vont lui dire à l'autre donne-moi ton carnet ou qui vont faire un dossier contre la prof, hein. Vraiment c'est chacun pour soi, elle doit se débrouiller. Alors déjà j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que les rivalités entre femmes, j'ai du mal, surtout quand il n'y a pas d'autres femmes. C'est-à-dire que la pauvre Panama, elle est un peu toute seule dans la guilde des ombres, et elle n'a pas vraiment d'amis. Elle a des amis, mais pas des amis. Et donc les seules femmes, ça va être des femmes avec qui elle est en concurrence d'une certaine manière. En tout cas, il y a une question de rivalité et de jalousie. Il y a éventuellement la vieille cuisinière qui est un peu une figure maternelle, mais c'est tout. Et moi, ça me gêne toujours un peu dans les livres où on met que ça en avant, que la rivalité entre les femmes. Après, ça peut évoluer, on n'est qu'au début. Mais déjà là, quand même, une adulte qui se dit la gamine de 12 ans, je vais la détruire. Ok, pourquoi pas. Je sais pas comment elle a eu son CAPES de prof, mais c'est pas comme ça. Et évidemment, en fait, les ennuis sont arrivés progressivement parce que Panama commence à tomber amoureuse de son prof. Je dois dire, ça me dérange pas forcément, dans le sens où c'est normal pour une gamine d'être amoureuse de son prof, qui vient en plus la sauver, sachant que son prof, c'est pas réellement celui qui l'adopte, elle a une autre figure paternelle, et pour le coup, elle le considère plus ou moins comme son père adoptif, là ça fonctionne très bien, mais avec son mentor, c'est vrai que elle tombe amoureuse de lui. Elle tombe très amoureuse de lui, et très vite, ça va dans l'ordre du fantasme, même si les fantasmes sont présentés quand elle a plutôt 15-16 ans, ça reste des fantasmes parfois assez crus. Moi, je suis pas dans la tête d'une gamine de 15-16 ans, donc j'en sais rien. Peut-être que c'est ce que se disent certaines gamines, je peux pas l'imaginer. Mais j'étais quand même un peu... Pour le coup, ça me dérangeait pas trop, comme je vous le disais, parce que je peux le comprendre, sauf qu'au bout d'un moment, on a le point de vue de Camar, le fameux mentor, le prof. Là, ça commence à devenir un peu glauque, parce qu'on se rend compte que lui aussi est amoureux d'elle, évidemment, et là où j'en suis, parce que là, en fait, ce qu'on m'a dit, on m'a dit que la romance principale allait être hyper problématique, mais que ça allait être dénoncé, qu'à un moment donné, ça allait être critiqué, quelque chose comme ça, peut-être. Là où j'en suis, je vous donne mon avis, c'est juste hyper glauque, mais vraiment hyper glauque, parce que
Pour moi, on sent que l'autrice, elle y met une part de fantasme. Il y a une forme de, un côté sulfureux dans l'idée de, c'est la petite élève qui va briser l'interdit, qui va être plus forte que les autres, qui va séduire l'homme parfait de 300 ans, il a 300 ans, hein, c'est un elfide, qui est beau, qui est intelligent, qui est super fort, que tout le monde veut. C'est elle, la petite moche que tout le monde méprise, c'est elle qui va l'avoir. Et voilà, là-dessus, je suis un peu gêné. D'ailleurs, Anatrice, je crois que c'est l'autrice, elle a fait déjà pas mal de livres qui sont toujours un peu dans le côté, la romance. Voilà, la romance, c'est son grand truc, j'ai l'impression. Vous me contredirez si je dis bêtises, mais j'ai l'impression qu'elle a fait déjà des histoires de romance avec le basketteur ou j'en sais rien. Pour le moment, je trouve que c'est pas dénoncé du tout, c'est pas remis en question, et c'est plutôt, ouais, moi je trouve que ça tombe plutôt de l'ordre du fantasme. J'attends quand même de voir l'espèce de plot twist. S'il va vraiment y avoir quelque chose, une critique, quelque chose là-dessus, comment ça va être dénoncé. Alors je dois dire que par contre, je m'amuse beaucoup dans la lecture, parce qu'il y a tellement de situations qui sont improbables, qui sont stupides, qui sont ridicules. Moi, ça me fait vraiment rire. Je crois que dès qu'ils sont en mission, il n'y a pas un seul prétexte pour qu'il n'y ait pas une espèce de forme de romance, une forme de flirt un peu bizarre entre deux assassins. Je trouve ça un peu dommage en fait, parce que pour moi l'histoire m'aurait moins choqué si la gamine n'était pas une gamine en fait. Il m'aurait mis une adulte, voire une jeune adulte, même si j'aurais pas trop aimé, mais une adulte, ça m'aurait moins dérangé, les histoires de oh non, il faut qu'on aille se cacher dans le placard parce qu'on on est en train d'assassiner quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui débarque. Voilà, moi ça me fait rire entre adultes. On m'avait aussi dit, tu verras, le world building, il est vraiment très très bien et c'est un grand atout de l'histoire. Je dois dire que c'est vrai, que c'est un monde qui est bien construit, même si je vais un tout petit peu nuancer. C'est un monde qui est bien construit pour un roman dans son genre, c'est-à-dire de romantaisie, de côté un peu... je dis pas ça de manière négative, mais dans le sens où pour moi c'est la romance qui est d'abord mise en avant, et le reste n'est que secondaire. Et c'est vrai que pour de la romantaisie, si on peut l'appeler comme ça, je pense que ce terme est un peu discutable, de la dark romance, j'en sais rien comment vous voulez l'appeler. C'est vrai que le world building, je trouve qu'il est vraiment intéressant, il est vraiment chouette. Et au début, on m'a dit, mais attention, tu vas voir, il y a tellement d'informations, moi j'ai été noyé dedans. Non, non, je vous rassure, inversement, si vous aviez des craintes en vous disant, ouais, j'ai un peu peur que ce soit compliqué, moi je trouve que c'est pas du tout le cas. C'est sûr que pour de la romantaisie, c'est beaucoup, mais en réalité, ça reste très gentil. L'univers, vous êtes dans un univers qui est dirigé par des marchands, il y a des divinités, il y a un peuple avec des elfes, il y a des histoires de prophéties, il y a des tout petites histoires de pouvoir, mais là encore, c'est facilement expliqué. Et voilà, honnêtement, ça reste très sage, et c'est ce qui rend pour moi la lecture agréable, parce que je trouve ça rigolo de découvrir l'univers, les histoires de dragons, de divinités, de sylphides, ou je sais pas des sylphides, mais je crois que c'est une succube à un moment donné, les histoires avec les elfes, parce qu'ils ont un royaume un peu à part, avec un royaume qui s'appelle Utopia, moi ça me fait un petit peu rire, mais bref. Tout ça, je trouve ça chouette, avec des événements qui sont passés il y a 800 ans, 500 ans, 200 ans, qu'on nous évoque, l'empereur, l'empire qui est tombé, qui est remplacé. Je trouve ça bien. Franchement, c'est sympa, c'est pas trop lourd, et en même temps, ça se laisse bien lire, ça me suffit. Point amusant, je lis en audiolivre. Et alors, le narrateur a une voix hyper grave. Mais vraiment, d'ailleurs je l'imagine un petit peu vieux, je pense que c'est un vieux monsieur, mais quand il parle Panama s'était rendu dans la grotte pour voir, il parle un peu comme ça. Donc moi j'ai un tout petit peu accéléré, ce qui rend sa voix légèrement plus aiguë, et du coup je la trouve moins dérangeante, j'allais dire, pour ce type de lecture, mais ça reste quand même une voix assez grave, assez prise. Et même quand il essaye de faire la petite, du coup ça donne des choses un peu ridicules. Oh, Camar, je te trouve... Non, j'exagère, je le fais mal, mais honnêtement, ça s'écoute. Moi, au début, je dis, waouh, j'y arriverai jamais. Et en fait, non, il change les voix, j'aime bien, ça passe très bien. Par contre, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que de temps en temps, le livre est super vulgaire, et je m'y attends pas, parce que je suis là, en train de conduire tranquillement, et d'un seul coup, il prend sa grosse voix, et je l'entends crier, espèce de grosse... Et moi, je suis...
Pardon, euh, moi je suis pas habitué à ce qu'on parle comme ça dans les romans. Moi, il n'y a pas de gros mots d'habitude. Et alors là, les gros mots, ça y va. Et quand c'est les hommes, purée, ces jeux d'acteurs en français, il y va à fond. Hein. Vraiment, moi je suis un peu choqué qu'on fasse dire des mots pareils à un vieux monsieur comme ça. Qu'on fasse lire une histoire pareille à un vieux monsieur. Vraiment, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'argent? Est-ce qu'il mérite pas simplement d'avoir une retraite? Je dis ça, mais si ça se trouve, en fait, il a 23 ans et il a juste énormément fumé, moi j'en sais rien. Mais du coup, ça rend la lecture encore plus drôle. Voilà, j'aime beaucoup. Est-ce que je vais lire la suite? Ouais. Honnêtement, c'est en train de devenir ma lecture coupable. Franchement, après, je le répète, il y a beaucoup de trigger warning. C'est la guilde des ombres, donc déjà, je vous le dis, ça tue. Il y a des agressions. Pour le moment, petit spoil, mais je préfère vous le dire parce que je préfère vous avertir. Elles sont pas allées jusqu'au bout, mais voilà, vous avez quand même des personnages qui à un moment donné disent toi, je vais faire ça et ça va se passer. Enfin, on a peur que ça se passe mal. Donc voilà, si vous êtes un petit peu sensible par rapport à ça, c'est pas la peine. Il y a déjà eu au moins 3 histoires un peu glauques. Oubliez. Je vais continuer. Je vais voir ce que ça donne, cette espèce de romance entre un mec de 300 ans et son élève qu'il a quasiment adopté, enfin qu'il a connu quand elle avait 12 ans. J'espère, moi, de tout mon cœur, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle le bute. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie, à un moment donné, qu'elle s'en débarrasse. J'ai parfois l'impression que l'autrice nous donne des tout petits indices pour montrer que c'est un enfoiré. J'ai l'impression, c'est mon intuition, par moment, dans sa manière de parler, de dire, on a l'impression que c'est pas que lui qui est amoureux d'elle, mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière la tête, un plan, quoi que ce soit. Pour le moment, il n'est pas du tout officiellement présenté comme ça. J'espère. On verra. On verra bien où ça m'emportera. Je dois dire que je ne pensais pas aimer autant. Vraiment, c'est ma grande surprise. Mais j'ai vraiment très envie de lire la suite. Voilà. Allez, on passe au roman suivant, sinon j'en ai pour la journée après. Je suis en train enfin de finir 100 ans de solitude. Et je vous avoue que c'est un peu ce que je ressens dans cette œuvre, que j'adore, parce que c'est tellement dur à lire. Je ne sais pas comment expliquer. Et d'ailleurs, je pourrais même pas vous expliquer ce qui se passe dans ce bouquin, tant tout ceci n'est pas possible à résumer. Je vais vous le rappeler simplement parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. On vous raconte le destin d'une famille, la famille des Buendia, pardon, à Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud. Et déjà là, on ne sait pas où l'Amérique du Sud parce qu'il n'y a jamais de pays, on n'en parle jamais, on ne sait jamais. L'illustre famille Buendia est condamnée à 100 ans de solitude par la prophétie du gitan Melquiades. Dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de destruction, elle vit une épopée mythique à la saveur inoubliable qui traverse les 3 âges de la vie, naissance, vie et décadence. Ce roman époustouflant est un chef-d'œuvre du XXe siècle. Je suis entièrement d'accord. Enfin, je sais pas, moi je suis toujours époustouflé par la beauté de l'écriture, la simplicité, la façon dont c'est écrit et dont je me dis à chaque fois waouh. Et en même temps, les histoires drôles, terribles, tristes, émouvantes, horrifiantes, répugnantes qu'il nous raconte avec une densité incroyable. Je vous répète, ce livre, c'est vraiment une histoire toutes les 3 ou 4 pages. On passe d'un personnage à l'autre à une vitesse incroyable. Là où j'en suis, mon personnage préféré, enfin un de mes personnages préférés, est mort. Voilà. Elle est quasiment là depuis le début, et sa fin est tout aussi extraordinaire parce que la magie est omniprésente dans ce roman de manière toujours aussi absurde et ridicule. À un moment donné, il y a un personnage qui meurt parce qu'elle s'envole. Elle est emportée dans le ciel. Voilà. Je sais pas comment. Je peux pas vous le résumer, c'est pas possible. C'est une drôle d'expérience. C'est vraiment Les Feux de l'amour ou alors Blackwater, mais à 1000 à l'heure, vraiment comme si c'était en x10, comme si l'auteur avait pris de la drogue, et au lieu d'avoir la petite histoire calme d'une famille sur 50 ans ou 100 ans, là on a l'impression qu'on a l'histoire de 50 personnages de la même famille, enfin je dis 50 personnages, mais non, c'est 100 à un moment donné, j'en pouvais plus, c'était vraiment trop drôle. Le personnage,
Aureliano, si je dis pas de bêtises. Il fait des enfants à tout le monde. D'ailleurs, c'est même pas le premier Aureliano, peut-être si, je sais plus. À tel point que, non, si c'est le colonel, donc ça doit être le premier. À tel point qu'à un moment donné, il y a 17 enfants qui s'appellent tous Aureliano qui débarquent. Alors, déjà là, enfin, je veux dire, et ils ont tous du coup un petit peu des noms, pas tous, hein, mais Aureliano le Triste, Aureliano le Second, Aureliano le Centième, bref. Et c'est on commence à nous raconter après ponctuellement l'histoire de certains, mais pas d'autres. Il suffit qu'un personnage ait un enfant, hop, on nous parle de cet enfant. On va nous parler tôt ou tard de sa mort. On va nous parler à un moment donné de sa grandeur ou de sa décadence, comme je vous disais, parce qu'il y a des personnages qui sont ultra décadents et qui font n'importe quoi, que ce soit par la guerre, que ce soit par l'amour, que ce soit par la nourriture. Là, il y a un personnage, il fait que se baffrer. Il y en a une qui mangeait de la terre, lui, il mange n'importe quoi. Par les relations charnelles, c'est le même personnage se rend compte en fait que il a des relations sexuelles, les animaux aussi. Donc plus il a de relations sexuelles avec sa femme ou sa concubine, plus les animaux se multiplient. Et c'est comme ça qu'il devient super, super, super riche. Et d'ailleurs, cette histoire est tellement absurde parce qu'à un moment donné, ça n'a aucun sens. Il va plus ou moins vivre avec sa maîtresse et pas avec sa femme. Sauf qu'après, il change d'avis, il retourne avec la femme, et c'est un petit peu comme si la femme devenait la maîtresse. Enfin, on est toujours dans du génie absolu, du n'importe quoi, Je peux pas l'expliquer. Vraiment, c'est pas possible. Je vous conseille juste, si vous pensez que ça peut vous tenter, de lire un tout petit extrait. Vraiment, un chapitre, 3 pages, et vous serez un peu fixé si vous pensez que le style peut vous plaire ou pas vous plaire. Je sais pas trop à qui le recommander. Si vous aimez la littérature de manière générale, et si vous aimez les histoires un peu folles, si vous aimez ne pas vous prendre la tête. Parce qu'au départ, c'est ce que je faisais en fait. Au début, je me suis dit, il faut que je comprenne qui est qui, quel personnage, et j'avais mon arbre généalogique, et j'essayais de savoir c'est le fils, c'est le père, c'est le frère, et en fait, je me rendais compte que j'y arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai dit stop, stop. En fait, je vais prendre les personnages tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent, et en fait, maintenant, ça marche. Je rigole, je m'amuse, tant pis. Est-ce que j'arrive à savoir si c'est José Arcadio ou José Arcadio Junior ou José Arcadio le second, le deuxième, le troisième, j'en sais rien. Et en fait, je prends les personnages tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent, et la lecture est beaucoup plus plaisante, et je m'amuse. Mon seul regret, je dois dire que j'adore les personnages féminins, mais pour moi, les personnages féminins sont uniquement autour de l'amour. Soit elles ont des amoureux, soit elles décident de jamais en avoir. Moi d'ailleurs, c'est celles que j'aime bien, c'est celles qui disent non, moi les mecs ils m'énervent, ils m'insupportent, je m'en fiche. Mais je trouve qu'elles n'ont pas les histoires comme les hommes. Les hommes qui vont faire la guerre, qui vont chercher des inventions, qui vont créer des entreprises, qui vont je sais pas quoi, faire des trucs extraordinaires. Elles font aussi des trucs extraordinaires, mais c'est toujours en tant que femmes, c'est-à-dire dans leur vie de femme, et je suis un peu embêté. Voilà. Après, ça reste une époque qui, je vous dis, une espèce de faux Moyen-Âge, parce que très vite, on commence quand même à. Il y a quand même des trains à un moment donné, des armes à feu, mais c'est une espèce de décadence. Hein. C'est vraiment. Je sais pas, ils inventent une espèce d'Amérique du Sud profonde, ancienne. Voilà, ces femmes sont en soi normalement destinées à la romance et surtout au mariage, à faire des enfants. Certaines se rebellent. Peut-être que c'est pour ça qu'elles sont enfermées dans ces rôles-là. Mais quand même, je trouve que pour un roman qui se veut aussi absurde, aussi incroyable, aussi étonnant, on a aussi la possibilité de nous construire des femmes qui existent en dehors des hommes et qui sont capables d'avoir des rôles plus intéressants que soit je repousse les hommes, soit je me mets avec un homme. Voilà, pour moi, ça c'est mon seul vrai problème dans l'œuvre. Pareil, je répète, trigger warning, hein, il y a des histoires incestueuses et ça peut un petit peu vous choquer. Moi, c'est pas que ça me dérange pas, c'est qu'en réalité, comme c'est une histoire qui va durer 3 pages, hop, on passe à la suite. Et en plus, c'est pas présenté comme un modèle, c'est pas présenté comme une vraie romance, on n'est pas censé admirer et se dire waouh, mais ils ont raison. Au contraire, c'est justement une forme de décadence. Je veux dire, la famille, elle a cette espèce de malédiction et les personnages font tous n'importe quoi. J'ai pas assez étudié le bouquin pour vous en parler, mais il y a peut-être la question justement des péchés capitaux. Est-ce que chacun des personnages représente la colère, l'avarice? J'en sais rien. Je l'ai pas assez étudié et je vous dis, c'était trop dense pour que j'ai encore une analyse assez fine. Donc voilà, je, je
le plus drôle. Mais je prends du plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre. Par contre, je lis quoi, 20 pages par jour et après, je peux pas aller plus loin. C'est trop dense. C'est trop pour ma petite tête. C'est vraiment trop d'informations d'un coup. Je m'amuse et c'est pour ça que j'avance tout doucement. Mais là, il me reste quoi, une centaine de pages, je pense. J'espère le finir dans les 8 jours. En principe, si tout va bien, on va le faire. Et enfin, mon grand projet de lire le cycle de Rorschach avance à grands pas, puisque j'ai démarré Justicière. C'est jamais évident, je trouve, de... Je sais pas pourquoi je parle aussi lentement, je fais un faux suspense. C'est jamais évident de démarrer un tome de Brandon Sanderson, parce que c'est toujours un pavé. Là, il fait quoi, 150 pages, et quand on commence, on se dit, mais dans quoi je me lance? En plus, c'est toujours un peu lent. Je dois dire que la fin du tome 2 m'avait un peu... C'est pas que ça m'avait déçu, mais j'aime bien, j'avais tellement aimé la fin du tome 1 et je trouvais que les révélations étaient si énormes et si extraordinaires que de ne pas retrouver autant de révélations à la fin du tome 2, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans la suite, dans le tome 3. En fait, moi j'ai toujours en tête Fils des Brumes, où les fins de Fils des Brumes, mais waouh! À chaque fin, moi j'étais... Je sais pas, moi... Enfin, je trouvais qu'il y avait tellement de choses, c'était tellement dense et on nous prenait avec des révélations. Enfin, je dis des fins, et même pas que les fins. Je trouvais qu'au fur et à mesure des tomes, il y avait tellement de révélations, de trucs qu'on apprenait, qu'on découvrait. Je trouve que là, c'est beaucoup plus lent. Il y a moins de révélations, c'est-à-dire que là, par exemple, tome 3, là, je suis maintenant à 350 pages, j'avance, non, même 400, je pense, j'avance correctement. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me donne cette voix-là? Aujourd'hui, je suis un peu agité, hein. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis... c'est peut-être mon sugar rush, parce qu'en plus, j'ai mangé un petit bout de gâteau, donc je suis complètement, j'allais dire défoncé, mais c'est un peu ça, hein. Non, je suis juste content, voilà, je suis content de vous parler. Il n'y a pas forcément tous ces moments où pour mon esprit, il est bouleversé, et je me dis, mais... Par contre, il y a quand même des moments cool. Je trouve qu'on est toujours dans le développement des personnages. Je les trouve toujours tous de plus en plus attachants. Et j'aime bien que chaque tome nous donne le passé d'un personnage. C'est un petit peu une manière de gonfler artificiellement le tome, ça c'est clair. Je trouve que c'est pas toujours nécessaire. Et en même temps, je suis tellement content de rentrer dans leur tête, de voir comment ils étaient avant, avec leurs erreurs, leurs faiblesses, et de voir comment ils évoluent. J'aime tellement ces personnages. Et il y a un petit côté jeu vidéo. Brandon Sanderson, il se fait vraiment plaisir avec leurs pouvoirs, leurs capacités. Il s'est vraiment dit, je veux pas un univers limité avec autour de un pouvoir, un petit peu comme vous savez justement Fils des Brumes, où les pouvoirs tournent autour beaucoup de je repousse, j'attire, je me renforce. Voilà, c'est des pouvoirs quand même qui sont assez simples. Là, les pouvoirs, il y a 10 clans et chaque clan a des pouvoirs. Genre, on fait des illusions, on est capable de s'envoler dans les airs, de faire de l'électricité, de détruire, de démembrer, d'enflammer, de de faire de la lumière, de prendre une autre apparence, de... Moi j'adore, j'aime beaucoup. Maintenant je veux que ça avance un peu. En fait là, le moment où on en est, c'est le moment où le personnage principal essaie de faire une sorte de front populaire, d'unir tout le monde contre les méchants. Et exactement comme dans la vraie vie, les gens disent ouais, mais il y a les méchants, mais en même temps, si on se met avec vous, qu'est-ce qui va se passer? Et puis on est ben ouais, mais là c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, les mecs s'appellent les néantifères. C'est pas juste une guerre de plus. Ouais, mais à un moment donné, vous avez fait ci, vous avez fait ça, il s'est passé ça. Ils ont compris que c'est vraiment l'apocalypse, c'est de prévenir tout le monde, et personne ne les écoute, ils sont tout seuls. Quand je lis Rorschach, je retrouve plein d'éléments avec Fils des Brumes, mais vraiment plein. On sent que Brandon j'arrive jamais à prononcer son nom, Sanderson, c'est plus simple comme ça, réutilise des choses qu'il a déjà mobilisées dans différents romans, mais essaie de les améliorer. Et les situations politiques où on est un peu coincé et on ne sait pas trop comment faire, ça il adore, il aime bien ce genre de truc où on s'est immobile, le personnage ne sait pas trop, et soudainement, tac, il a la bonne idée, et généralement cette idée-là, elle nous décoince.
On se dit, ah ouais, moi dans le tome 2, le personnage pendant super longtemps il hésite, et on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui va l'amener à trancher et à prendre la bonne décision. Et au moment où il prend la bonne décision, on comprend exactement pourquoi il prend la bonne décision, on est d'accord avec lui. Là, c'est un peu là. On est un peu à ce stade-là. Est-ce qu'il faut faire la guerre avec les autres pays pour les mettre dans notre poche? Comment on fait? On les menace? On sait pas trop. Mais voilà, j'avance quand même. Je suis content. Je suis dans le tome 3, partie 1. Je crois que le partie 2 est un peu plus court, je l'espère. Parce que s'il fait 750 pages, euh, je vais jamais y arriver. Et ce qui veut dire qu'à la fin, il me restera donc 3 tomes à lire avant la sortie du tome 5. 5 qui doit sortir, je crois, en décembre. Franchement, c'est largement faisable, il faut juste que je tienne le rythme. Allez, on y croit. Je suis tellement désolé pour ce bilan chaotique, vraiment, de ce mois de juin. J'ai lu aussi plein de mangas, Sakura, Sailor Moon, Jojo, et j'espère que pareil, je vais réussir enfin à trouver le temps de vous en parler, promis. J'arrête pas de. Je crois que c'est vraiment le running gag. Chaque vidéo, je vous dis, ouais, un jour je vous ferai une vidéo manga et tout. Promis pendant les vacances, on y croit. On y croit. Toutes les œuvres que j'ai évoquées, que ce soit la Guilde des Ombres, que ce soit les Archives de Rorschach, que ce soit 100 ans de solitude, je ne les ai pas terminées. Donc je suis à la bourre. Donc mon bilan, il n'est toujours pas fini. J'espère vraiment que je vais y arriver. Je vais accélérer à toute vitesse. Je crois que le mois de la fantasy m'a claqué. J'ai tellement lu. En même temps, c'était en repos complet. Là, waouh, j'en peux plus, je suis tellement fatigué. Et en plus de ça, il commence à faire un tout petit peu beau, je dis un tout petit peu, hein, parce que ben, il pleut quand même. J'essaye de vraiment m'améliorer en dessin, parce qu'en ce moment c'est un peu ma grande motivation. C'est censé être la fin, et je continue de vous raconter ma vie, donc je vais arrêter, je me fatigue. Je devrais garder ça pour Instagram justement. Non, enfin non, en fait, je gardais ça pour moi et mon esprit et ma tête. On se retrouve dans les commentaires parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé avec vous. Donc dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu, ce que vous voulez lire, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si vous aimez Star Trek, vous aussi, je suis toujours là. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite en juillet. Faut vraiment que j'arrête avec mon accent belge. En juillet, c'est la fête. Voilà. Au revoir tout le monde. Bye bye.